Bonjour, alors un autre format de vidéo aujourd'hui, vous allez me dire si ça vous plaît dans les commentaires, c'est en fait une petite revue de littérature, on pourrait dire, que je fais sur mon Facebook. En fait, j'ai une page Facebook où je mets essentiellement des articles que j'ai trouvés, alors soit dans la presse généraliste, soit plus fréquemment dans les revues scientifiques, qui concernent évidemment la psychiatrie. Alors là, on va faire une petite revue des derniers articles que j'ai postés sur ma page Facebook que je vous incite à aller voir. Alors d'abord, en tête, j'ai mis un article qui a été mis en avant par The Royal College of Psychiatrists, qui est une entité anglaise, qui en fait promeut un article de BBC News, donc évidemment une chaîne anglaise, sur l'ADHD, donc le TDAH, le trouble attentionnel, qui est sous-diagnostiqué. Alors, l'article de la BBC s'appelle Adults Wait Years for ADHD Diagnosis, ça veut dire que les adultes attendent des années avant de se faire diagnostiquer TDAH. Donc, le petit commentaire de The Royal College of Psychiatrists, c'est que, alors je vous le traduis directement, que en fait, un adulte qui souffre de TDAH est beaucoup plus fréquemment sujet à prendre de la drogue, à commettre des crimes et aller en prison, selon le docteur Louise Théodosiou, donc dans ce qui a été interrogé dans ce petit article de la BBC News. Alors c'est vrai, c'est un peu terrifiant, on l'a dit comme ça, mais c'est vrai. Je vous renvoie sur la vidéo sur les addictions et les risques aussi d'être en prison quand on a un TDAH. Ce n'est absolument pas la majorité des gens souffrant de TDAH, loin de là, mais c'est effectivement un surrisque qu'il faut prendre en compte. Je vous incite à aller voir donc cet article en anglais, comme souvent dans ce que je vous publie, parce que, comme vous le savez, en France, c'est un diagnostic qui n'est souvent pas fait. Alors, un article intéressant aussi, donc, qui a été publié dans Biological Psychiatry, qui est un journal scientifique, alors purement scientifique, qui concerne donc le risque finalement qui suggère, on va être plus précis, une augmentation du risque de consommer du cannabis, d'autres drogues en général, quand on fume du tabac, et vraiment du tabac, on ne parle pas d'autre chose que du tabac, puisqu'on s'est rendu compte que les gens qui fumaient du tabac avaient dans leur cerveau une diminution des récepteurs endocannabinoïdes CB1, et que le fait d'avoir une réduction de ces neurotransmetteurs, de ces récepteurs endocannabinoïdes CB1, eh bien, on sait que ça augmente le risque de prise de drogue en général. Donc, un article intéressant de Biological Psychiatry du 21 juillet que je vous incite à aller découvrir sur ma page Facebook. Alors ensuite, on a d'autres articles relativement récents, notamment un article sur le trouble bipolaire et sa composante inflammatoire. Vous savez, cette inflammation, c'est ce qu'on peut avoir par exemple quand on a une infection. On a une réaction inflammatoire de notre corps. C'est un peu aussi quand vous vous blessez, vous avez les choses qui deviennent, la peau qui devient rouge, chaude, donc on appelle inflammatoire. Eh bien, on se rend de plus en plus compte que les pathologies psychiatriques, et là notamment le trouble bipolaire, a une composante inflammatoire. Donc c'est un article du British Journal of Psychiatry, c'est donc un article aussi issu d'une revue purement scientifique. Si ça vous intéresse, allez donc sur la page. Alors, un autre article intéressant, alors c'est un article de Nature, donc c'est le plus grand journal scientifique que vous pouvez trouver sur cette planète, d'août 2018, qui concerne la sérotonine, et notamment la libération de sérotonine dans le nucléus accumbens, qui est une partie du cerveau, qui est impliquée notamment dans le stress, et donc qui lie en fait chez les animaux, chez la souris, la libération de sérotonine dans le nucléus accumbens et les difficultés d'interaction sociale chez les souris qu'on dit autistes. On a créé des modèles de souris qu'on dit autistes, qui ont un modèle qui ressemble à l'autisme chez l'être humain,
Et on se rend compte que le fait de donner de la sérotonine, donc de 5-HT, dans le nucléus accumbens des souris qui sont censées être autistes, eh bien, ça les rend moins autistes. Alors, c'est une notion qui est très, très importante, très intéressante. C'est une notion qu'on développera dans une autre vidéo sur l'autisme, puisque l'autisme est quand même très, très souvent associé à un trouble anxieux. Et donc, on sait que dans le trouble anxieux, il y a un vrai problème de manque de sérotonine. Donc, c'est pas forcément étonnant a priori, même si c'est que chez l'animal. C'est une étude qui nécessite une confirmation chez l'être humain. C'est pas étonnant qu'on se rende compte que donner de la sérotonine aux autistes permet à ces derniers d'être moins autistes. En tout cas, chez les patients souffrant d'autisme que j'ai, ils ont très très souvent un trouble anxieux associé, et quand on soigne ce trouble anxieux, la symptomatologie autistique, c'est-à-dire le repli, les intérêts restreints, qu'on pourrait appeler l'obsessionnalité, eh bien, diminue grandement. Et donc les symptômes qui sont censés être même le cœur de l'autisme, on voit qu'ils diminuent quand on soigne le trouble anxieux. Donc a priori, ce n'est pas forcément très étonnant d'avoir ce type de résultat, mais encore faut-il l'avoir et ensuite le répliquer chez l'humain. Donc un article très intéressant de Nature en août 2018, 5-HT Realize in Nucleus Accumbens Rescue Social Deficits in Mouse Autism Model. Voilà. Alors une autre étude très intéressante, alors très intéressante parce qu'elle est mal foutue, qui est publiée dans JAMA, qui est un journal scientifique, qui s'appelle Association of Parents of Offspring Religiosity with Offspring Suicide Ideation and Attempts. Alors, avec mon anglais catastrophique, enfin mon accent anglais catastrophique, vous avez compris ou pas que cette étude s'intéresse au risque de suicide ou d'idées suicidaires ou de tentatives de suicide donc chez les enfants dont les parents ont plus ou moins un niveau de religiosité, comme ils disent, plus ou moins élevé. Et donc ce qu'ils veulent montrer, enfin ce qu'ils disent qu'ils montrent, c'est que plus les parents ont un niveau de religiosité, comme ils disent, élevé, plus les enfants de ces parents ont un niveau bas de risque suicidaire, de soit d'idées, soit même de passage à l'acte. Et de manière très importante, à vrai dire. Alors, le problème de cette étude, c'est que qu'est-ce que ça veut dire être religieux, avoir un niveau de religiosité? Alors eux, ils ont essayé de le définir. Et on le compare à quoi? Donc à des gens qui n'ont pas ce niveau de religiosité. Donc, on fait 2 groupes et on regarde quoi. Et le problème, c'est le problème du groupe contrôle. Donc d'un côté, vous avez le groupe des gens avec un haut niveau de religiosité, et puis de l'autre côté, vous avez un groupe avec des gens avec faible niveau de religiosité. Et bien moi, je pense que le problème de cette étude, et les résultats n'auraient peut-être pas été les mêmes, si le groupe contrôle, donc le groupe des gens sans religiosité, avait non pas été sélectionné comme ayant peu de religiosité, mais ils auraient dû être sélectionnés comme ayant de très fortes convictions, je sais pas moi, politiques, philosophiques, intellectuelles, très structurées. Et là, ça aurait été un bon groupe de comparaison. Parce qu'on ne peut pas comparer des choses qui ne sont pas comparables, finalement. Quand vous faites un groupe religiosité, vous sous-entendez que c'est le caractère de croyance qui va protéger les enfants, en l'occurrence, puisque c'est le résultat, du risque suicidaire. Alors que pour pouvoir conclure au fait que c'est bien la croyance, la religiosité qui va diminuer le risque suicidaire, peut-être qu'il aurait fallu comparer avec des gens non pas non-croyants, mais croyants en autre chose que quelque chose de religieux, très croyants, donc aussi très structurés finalement. Parce que, en fait, probablement, mais il faudrait faire l'étude, probablement que le résultat de cette étude, qui est très, très en faveur de la religiosité, c'est finalement simplement le résultat du fait d'évoluer dans un environnement qui est extrêmement structuré,
extrêmement structurés, alors, en l'occurrence par des croyances religieuses, mais il aurait fallu comparer ces gens-là, très structurés avec des croyances religieuses, avec des gens extrêmement structurés avec d'autres croyances non religieuses. Et là, je pense que ça aurait été un résultat différent. On n'aurait pas forcément vu de différence entre les gens très structurés religieux et les gens très structurés non religieux. Donc un biais, là pour moi, dans cette étude, c'est-à-dire une erreur d'analyse qui fait que, en fait, on confond religiosité, enfin, on attribue à la religiosité des choses qui sont des résultats positifs contre le risque suicidaire, qui sont, à mon avis, plus dus, non pas donc à la religiosité, mais à la structure familiale très rigide, très rassurante, très organisée. Voilà. Une petite dernière étude. Qu'est-ce que je peux vous proposer? Alors ça, c'est une étude aussi intéressante, alors avec un niveau de scientificité moins élevé, qui est paru dans APA Healthy Mind, qui est une sorte de petit magazine fait par l'association des psychiatres américains, qui montre que la bienveillance de l'entourage professionnel permet un retour à l'emploi beaucoup plus rapide après une dépression. C'est-à-dire que vous faites une dépression, vous allez beaucoup plus rapidement avoir moins d'arrêt de travail, entre guillemets, revenir dans votre entreprise si les managers, ce qu'ils appellent les managers, sont supportifs, comme ils disent, donc vous soutiennent, vous supportent, sont bienveillants finalement. Voilà, donc une chose très, très évidente, mais qui est importante à comprendre et qui, selon moi d'ailleurs, est quasiment le critère le plus important pour le retour rapide à l'emploi. C'est peut-être moins l'évolution de la dépression, bien que ce soit évidemment le cas de manière très importante, mais je dirais que la rapidité, la précocité du retour à l'emploi, il est vraiment, effectivement, selon moi, en tout cas dans l'expérience que j'ai, dû à l'environnement positif ou non qu'il y a dans l'entreprise qui est censé nous accueillir à notre retour de dépression ou d'autres pathologies. Voilà, mais écoutez, si vous me dites si c'était sympa comme format, faire un petit peu la revue des petits articles que je publie sur Facebook. Si ça va trop vite, pas assez vite, c'est trop long, pas assez long, si on a trop, pas assez, etc. Tenez-moi au courant dans les commentaires et puis je vous dis à très bientôt, bye.